des questions sans réponse. Les professionnels de santé, de l'éducation, de la formation et de l'emploi sont très peu formés et peu informés aujourd'hui. Nous avons ainsi des familles désemparées qui ne savent pas comment orienter leurs enfants dans la vie professionnelle. Le second constat, c'est que pourtant leurs compétences sont… Il y a un bruit de fond, Laurence. Il faudrait également couper vos micros, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des micros qui restent ouverts. Voilà, je reprends. Donc, nous avons beaucoup de familles qui sont désemparées et qui ne savent pas comment orienter leurs enfants dans la vie professionnelle. Voilà le premier constat que l'on peut faire déjà aujourd'hui. Le second constat que nous avons fait en 2019, c'est que pourtant, les compétences de ces personnes atteintes de troubles 10 sont recherchées outre-Atlantique. Leur créativité, leur persévérance, leur intelligence émotionnelle et leur force sont des atouts qui sont attendus et très recherchés dans le monde professionnel. On sait que 35% des entrepreneurs aux États-Unis sont dyslexiques. On connaît par exemple Bill Gates. En Angleterre, on a des entreprises qui contactent elles-mêmes les associations pour voir des aménagements qu'elles pourraient mettre en place. Voilà la preuve que nous avons beaucoup de chemin à parcourir en France. Le constat qu'on a pu le faire également en 2019, en étant essentiellement dans le cadre du service public de l'emploi, c'est que nous avions eu la chance d'avoir une loi qui était promulguée le 5 septembre 2018, qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et cette loi, elle porte l'ambition que chacun puisse se réaliser dans sa vie professionnelle en levant les freins et les discriminations persistantes dans notre pays. Et en appui de cette loi, il y a un plan d'investissement pluriannuel qui a été déployé, c'est le PIC, le plan d'investissement des compétences. Alors, c'est quoi le PIC? Eh bien, le PIC, il a pour volonté de miser sur les qualifications professionnelles, il a pour volonté de transformer le système de formation actuel pour soutenir la compétitivité des entreprises. Et le PIC, il a surtout la volonté de démontrer que tout n'est pas joué à la fin de la scolarité et de ne laisser personne au bord de la route. Le PIC, c'est un outil puissant au service des publics moins qualifiés et des entreprises qui peinent à recruter. Alors, partant du constat que les 10 sont pour la plupart en décrochage scolaire ou ont subi et n'ont pas choisi leur avenir professionnel, nous avons donc décidé d'innover en considérant que l'accès à la formation est un enjeu central pour des personnes dont le parcours de formation n'est pas souvent linéaire et avec une confiance en soi parfois abîmée. Donc avec Atoudis et avec nos partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes, une session d'idéation a pu réunir en juillet 2019 35 personnes pendant 2 jours. Alors, on a regroupé des personnes atteintes de troubles 10, des entreprises, des conseillers en évolution professionnelle, des psychologues du travail, des associations. Et tous, nous avons réfléchi à comment lever les freins des troubles des apprentissages pour intégrer vers et dans l'emploi, avec le maintien dans l'emploi, tous ces jeunes ou moins jeunes atteints de troubles des apprentissages. Donc, nous avons pu définir, grâce à cette intelligence collective, des axes de travail pour faciliter l'intégration vers et dans l'emploi de ce public. De cette belle intelligence collective est né le projet indispensable qui est aujourd'hui porté par le MEDEF. Et Laurence, je te laisse nous présenter le consortium. Merci Fabienne. Eh bien, en effet, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes étant estampillé terrain, il a souhaité se positionner en tant que porteur de consortium. Ce consortium est créé et formé d'experts pluridisciplinaires, donc c'est une immense force de frappe dans cette expérimentation. Je vous ai présenté Nicole Philibert qui est aujourd'hui avec nous. Qui est présidente donc de l'association Atoudis, qui fait un travail extraordinaire de sensibilisation auprès des différentes structures et institutions. Nous avons également
Anne-Sophie Rio, qui est orthophoniste et qui a une expertise dans les troubles 10, notamment sur le trouble de la dysphasie. Marion Ranvier, qui représente l'entreprise Content Square, qui est spécialisée dans l'accessibilité numérique. Et Marion a une spécialité également sur l'outil numérique adapté, et notamment adapté aux troubles 10. Benjamin Parmentier, qui représente la structure Cohérence Consultant. Alors Benjamin est consultant en pédagogie et management et qui a été reconnu par différentes structures pour ses formations extrêmement innovantes et agiles. Et il y a des grands groupes qui lui font encore confiance, comme Siemens, Saint-Gobain ou encore Airbus. Nous avons également une autre formatrice, Annick Vidal, qui est directrice de la structure d'IFESENS, elle aussi avec une belle expertise dans la formation adaptée, aussi bien handicap, trouble 10 au sens large du terme. Et le MEDEF est extrêmement fier de pouvoir porter ce consortium qui, grâce à ces experts, va pouvoir impacter l'innovation de manière extrêmement agile. Quelques chiffres sur les 10 pour vous dire qu'il n'y a pas de chiffres, en fait. Nous parlons d'invisibilité. C'est une réalité puisqu'il y a une insuffisance de données épidémiologiques en France sur les troubles 10. Nous parlons plutôt d'estimation. Il y aurait environ 10% des personnes concernées par les troubles 10 en France. Donc, il y a eu des recherches qui sont plutôt anciennes. La plupart touchent plutôt l'enfant, mais rien réellement de très concret chez l'adulte. Donc, il y a beaucoup à faire encore. Et en ce sens, nous avons la chance, je vous le disais, d'avoir Nicole Philibert d'Atoudis, qui, elle, va pouvoir vous éclairer sur les différents troubles 10 et pouvoir vous apporter une technicité supplémentaire pour mieux comprendre et appréhender ces troubles. Chère Nicole, je te donne la parole. Merci Laurence. Alors, vous voyez dans cette diapo, la première chose qui est à retenir, on voit cerveau. Et effectivement, les troubles 10, c'est des troubles qui viennent du cerveau. On est avec un trouble 10 et on est avec ce trouble toute la vie. La particularité du cerveau, c'est qu'il est capable de se réaménager. Donc, on va pouvoir mettre en place des processus pour pallier plus ou moins fortement à ces troubles. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme cela vous a été dit avant, ces troubles sont connus en France. Peu, mais au niveau mondial, depuis fort longtemps, on s'intéresse à eux, puisque dans la classification internationale, ils rentrent dans la catégorie des troubles du neurodéveloppement. Donc, sur cette diapo, il y a peu de choses à se rappeler. Une chose essentielle, c'est que c'est une singularité de formation de certaines zones du cerveau qui font que ce trouble est durable et structurel. On est 10 et on reste 10 toute sa vie. C'est vraiment l'élément à se rappeler parce que c'est le seul élément important. Si on veut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de quoi s'agit-il exactement quand on parle des troubles? Eh bien, Laurent, je vais te demander, voilà, merci. Ce sont des troubles spécifiques. Comme on l'a vu, c'est une partie du cerveau qui ne répond pas aussi bien qu'elle devrait le faire à certaines demandes. Donc, dans une fonction qui nous sert à traiter un certain genre d'informations, telles que la lecture ou l'écriture pour la dyslexie, par exemple, il y a un manque d'automatisation. Ces personnes sont toujours comme si elles étaient dans l'apprentissage de la lecture. Donc, elles vont mettre plus de temps, elles vont avoir des compétences moindres dans un domaine qui est très précis et elles vont être beaucoup plus lentes et beaucoup plus fatigables. Mais ce point qui est faible va permettre aussi la naissance d'autres talents. Comme vous l'avez vu, il y a une petite flèche qui est apparue sur l'image. Ces personnes ont une efficience intellectuelle qui est normale, voire supérieure à la moyenne. Il n'y a pas de déficience intellectuelle quand on parle de trouble 10. Donc, comme il n'y a pas de déficience intellectuelle et qu'il y a une compétence qui est amoindrie, les personnes vont prendre d'autres chemins pour arriver au même résultat,
ce qui va permettre pour elle d'avoir des talents différents de la plupart des gens. Et c'est ce qui est très apprécié dans les entreprises et c'est ce qu'on recherche de plus en plus. Alors, si on va trouble par trouble, on ne va pas les expliquer tous. Hein. On va voir simplement, on va survoler un petit peu. La dyslexie, c'est un trouble qui se rapproche de la lecture et de l'écriture. Et comme vous le voyez, la personne dit « Je passe souvent pour une tire au flanc parce qu'elle fait tout pour éviter de lire ou d'écrire. Pourquoi ? Parce que ça la fatigue. » Alors, le nom scientifique, vous l'avez, c'est un trouble spécifique de la lecture et de l'écriture. Et en répercussion, c'est une dysorthographie. La dysorthographie, ce n'est pas faire des fautes d'orthographe. Tout le monde fait des fautes d'orthographe. La dysorthographie, c'est qu'on n'a pas mis d'automatisation sur les règles orthographiques, aussi bien pour les accords que pour la constitution du mot par lui-même. Donc, les fautes d'orthographe vont être atypiques par rapport à une faute d'orthographe que quelqu'un peut faire quand il a bien saisi toutes les règles. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on en parle depuis 1896 en Allemagne. En France, c'est beaucoup plus récent. On va parler des dysphasies maintenant. Voilà, les dysphasies, vous voyez, déjà, il y a une hésitation. Maintenant, le nom scientifique, c'est le trouble développemental du langage oral. Avant, on parlait d'odométité, de troubles spécifiques. Il y a déjà des choses qu'on connaît moins. C'est un trouble qui est apparu en 1960 en France. Vous voyez, il y a toujours comme répercussion une dysorthographie. Une personne qui est dysphasique, c'est un petit peu comme si elle se retrouvait comme un étranger dans sa propre langue. Elle ne va pas avoir les automatismes que nous avons pour parler et pour comprendre une discussion orale. Et ça la fatigue énormément. On va passer au trouble suivant. Dyspraxie, c'est encore un trouble qui est moins connu. Vous voyez, dans l'historique, ce terme apparaît en France uniquement en 1964. Et là, les noms ont évolué au fil du temps. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'hésitation avant de définir ce trouble, qui est un trouble développemental de la coordination. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, votre cerveau a automatisé toutes les actions qui soient à faire pour faire la chose que vous voulez faire. Mais dans une dyspraxie, la personne n'a pas automatisé, elle est en train de réfléchir comment elle doit procéder pour arriver à faire ce qu'elle a à faire. Et très souvent, les personnes dyspraxiques ont des images, des représentations par les autres en tant que personnes qui sont peu soigneuses, qui devraient faire des efforts. Voilà. La répercussion, un autre trouble, c'est moi qui peux passer, Laurence. On va parler au dyscalculie. Comme vous le voyez là, c'est encore beaucoup plus récent la prise en compte de ce trouble. C'est uniquement en 1974 qu'on parle de dyscalculie. Donc, c'est encore un trouble qui est un peu connu. C'est un trouble de la cognition mathématique. Ça affecte l'automatisation. Et pour tous les troubles 10, vous avez l'automatisation des fonctions qui sont perturbées dans ces domaines. Ce n'est pas la faute des personnes, ça on n'y reviendra jamais suffisamment. Ce n'est pas leur faute. Elles vont mettre au point des stratégies de compensation, mais elles vont toujours être fatigables. Et je vous garantis que quand on est dyscalculique, quand on a des difficultés avec le calcul, ça peut être très compliqué simplement pour aller faire ses courses ou pour tenir son compte en banque. Un autre trouble qui est très souvent associé au trouble 10, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a 3 symptômes. Il y a l'inattention, une impulsivité motrice ou cognitive et une hyperactivité. C'est des personnes, on dirait qu'elles ont toujours la tête ailleurs. Et il y a des retentissements dans tous les domaines de la vie. Comme vous le voyez, la prise en compte de ces troubles est encore plus récente. C'est uniquement en 2014 qu'on a l'origine neurobiologique de ces troubles qui a été confirmée par le CNRS et l'Université de Strasbourg. Ce qui explique ce qui vous a été dit avant, c'est l'invisibilité de ces troubles. Pourtant, on sait très bien que ces troubles touchent plus de 10% de la population et qu'il y a des répercussions non seulement
chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Alors, pour résumer, parce que le temps passe vite, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ces troubles, bien sûr qu'ils vont provoquer des faiblesses dans des domaines très précis, communication orale écrite, dans les gestes, dans le calcul, dans l'attention. Mais ils vont permettre de développer d'autres talents chez des personnes qui ont souvent été fragilisées durant leur enfance, pendant leur parcours scolaire, parce que celui-ci a été compliqué. Mais si on leur donne des outils pour qu'elles puissent compenser et si on crée un environnement qui est bienveillant, elles vont pouvoir le faire. Avant de repasser la parole à Laurent, je vais vous faire un petit parallèle avec le handicap physique. Handicap physique, il peut être compensé si on a un problème au niveau des jambes. Il peut être compensé avec une canne, une béquille, une aide humaine, un fauteuil électrique ou fauteuil sans électricité. Eh bien, c'est exactement pareil. Pour les troubles 10, on va pouvoir mettre un panel d'instruments pour aider la personne à compenser. Mais il faut aussi que l'environnement par lui-même soit accessible. Dans le handicap physique, l'environnement, eh bien, par exemple, pour compenser les escaliers, on va faire des plans inclinés. Ces plans inclinés vont profiter aux personnes 10, mais à toutes les autres personnes, que ce soit à la maman avec sa poussette, à la personne qui est fatiguée, à la personne qui vieillit, ou à vous et à moi dans certains moments de la vie. Et pour les 10 aussi, plus on va faire un environnement qui va être accueillant, qui va être 10-friendly pour les 10, plus ça va permettre à toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes cognitifs pour une autre raison, d'être elles aussi bien accueillies. Alors, je vais repasser la parole à Laurence. Ça a été très vite pour résumer ces troubles. Si vous voulez avoir plus d'informations, je mets l'adresse du site dans la conversation, du site Atoudis, sur lequel vous pourrez aller chercher des renseignements plus approfondis. Et Laurence, je te repasse la parole. Merci infiniment, Nicole, pour ces informations précieuses. La transition est toute trouvée. Je souhaitais effectivement faire une focale sur l'employabilité, aussi pour se reconnecter au sens littéral du mot RH, qu'on a sans doute parfois un peu oublié. Les ressources humaines, c'est aussi aller chercher les ressources dans l'humain. Et Nicole a employé un terme qui est extrêmement juste et intéressant, c'est le mot talent. Nous nous sommes rendus compte de manière extrêmement pragmatique et concrète sur le terrain, c'est que le mécanisme mis en place très tôt par les personnes 10 vont créer en fait des aptitudes, des talents extrêmement utiles aux entreprises et surtout extrêmement recherchés par les entreprises. Aujourd'hui, on parle de soft skills, donc ce qu'on appelle les compétences douces, les savoir-être, et effectivement, le mécanisme de compensation, ce qu'on appelle le cerveau en mode solution, eh bien, permet de créer des compétences comme la créativité. Alors, vous avez une liste qui est non exhaustive, hein, effectivement, mais la créativité, ce n'est pas forcément de l'ordre artistique, ça peut l'être, mais pas que. C'est aussi créer une solution, c'est aller chercher une solution. Ça va souvent avec l'agilité et bien souvent avec la résilience, puisque la résilience, c'est aussi dépasser la difficulté. Je rappelle que le mot 10 en grec veut dire difficile. Donc, quelque part, souvent, les personnes 10 sont résilientes par nature, puisque bien souvent, la difficulté qu'elles ne montrent pas, elle est un petit peu incluse dans le forfait. Et ça leur crée justement ces sortes de super pouvoirs, de pugnacité, d'honnêteté, d'intelligence émotionnelle, puisqu'ils sont confrontés à leurs émotions très très tôt et ils apprennent justement à les manager en interne. D'un point de vue qualification, il n'y a pas de règles à proprement parler sur leur niveau d'études, sur les diplômes. Comme le disait Fabienne, on peut avoir tout à fait des personnes en décrochage scolaire et qui se sont déconnectées de toute montée en compétences, et on peut tout à fait trouver des personnes extrêmement qualifiées qui ont eu l'opportunité, la chance de pouvoir faire des études. Donc encore une fois, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de règles, tous les parcours sont singuliers dans le monde professionnel. Et on parlait d'invisibilité, mais on parlait de personnes non détectées par les radars de l'emploi avant qu'ils atteignent l'entreprise. Mais aujourd'hui,
il y a toute une génération de personnes porteuses de troubles 10 qui sont totalement invisibles en entreprise parce qu'ils font partie de ces générations qui ne savaient pas pour certains et qui ne souhaitaient pas forcément communiquer sur ces troubles alors que finalement aujourd'hui c'est plutôt des forces. Et j'ai souhaité intégrer un chiffre qui m'a semblé extrêmement intéressant d'une étude qui a été menée par le cabinet Deloitte en novembre 2019, donc elle est très récente. Et le cabinet Deloitte révèle quoi ? Révèle tout simplement une productivité réelle, pragmatique. Les entreprises qui font appel à une posture inclusive, diversité, font plus de 30% de chiffre d'affaires versus leurs concurrents. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça permettait justement d'ouvrir un petit peu les chakras de la diversité et de l'inclusion. Donc, la transition était toute trouvée par rapport aux enjeux du projet indispensable que nous défendons aujourd'hui. Et je redonne la parole à Fabienne. Peux-tu nous en dire plus, Fabienne, sur les enjeux de notre beau projet ? Oui, merci Laurence. Oui, alors l'enjeu de ce projet indispensable, eh bien, c'est de démontrer que tout n'est pas joué à 18 ans, que tout n'est pas compromis si on a décroché du système scolaire en cours de route. Et l'enjeu, c'est de s'attacher aux talents des jeunes 10 par une approche par compétences. Donc, les conseillers en évolution professionnelle engagés dans l'expérimentation, dans nos agences de Pôle emploi et dans les missions locales, aux côtés des psychologues du travail, vont essayer de travailler et de repérer les porteurs de troubles. Ils vont tâcher de valoriser leur image. Ils vont construire leurs projets professionnels pour les intégrer dans des entreprises inclusives dans lesquelles ils vont apprendre en entreprise. Un apprentissage sans papier ni crayon, de façon caricaturale. Le but étant qu'ils ne décrochent pas, même dans leur formation en entreprise. Le projet indispensable, c'est vraiment faire pour apprendre, c'est l'innovation pédagogique et c'est apprendre aux entreprises à faire avec les 10. J'entends des voix qui... Je pense qu'il y a des micros ouverts. Oui, il y a encore des micros ouverts. Je vais vous demander de les couper pour les dernières personnes arrivées peut-être. Merci. Voilà, Laurence, je te laisse peut-être détailler le projet. Merci beaucoup, Fabienne. En effet, pour compléter les grandes lignes que Fabienne a tracées, c'est vous donner effectivement le cadre actuel. On vous a parlé de la genèse et de la création de ce projet indispensable. C'est comment ça se passe aujourd'hui. Donc, ce projet indispensable, vous l'aurez compris, on a une posture langagière qui nous semblait extrêmement importante à avoir. On parle de talent, on parle de valorisation de talent, on parle d'atouts, on parle d'aptitude, on parle de chance. Donc, c'est de mettre en lumière des talents qui jusqu'alors étaient dans l'ombre et de pouvoir les valoriser au sein du monde professionnel. Le cadre, on vous l'a posé, on est dans le cadre du plan d'investissement des compétences qui nous dit simplement aller chercher des publics invisibles parce qu'ils ont du talent, aller innover par le biais de la pédagogie et surtout adaptez-vous. Donc notre cadre, c'est aussi d'apporter une pédagogie innovante de manière extrêmement individualisée, très modulaire, en fonction du nombre de troubles que la personne a, en fonction de l'intensité des troubles, en fonction du choix, du parcours que la personne souhaite emprunter. Donc c'est quelque chose d'extrêmement microchirurgical, si je puis dire, et d'extrêmement agile. Je vous ai parlé du consortium qui est porté par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et nous avons des alliés absolument merveilleux qui sont évidemment Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau de la Milora. Donc on va vous détailler un petit peu effectivement ce beau partenariat. Et à qui on s'adresse Je vous parlais des invisibles, mais dans les invisibles, il y a plusieurs couleurs d'invisibilité finalement. Alors bien sûr, nos cibles sont bien évidemment les demandeurs d'emploi, les jeunes, Fabienne vous l'a dit,
bien évidemment les décrocheurs scolaires, les personnes pas ou peu qualifiées qui auraient justement des difficultés à se reconnecter au monde de la formation, les publics travailleurs handicapés. Vous aurez compris qu'on a une posture extrêmement transversale et nous souhaitons avoir une posture inclusive en ce sens. Pourquoi? Parce que nous souhaitons travailler sous le prisme des 10, les 10 au sens large du terme, qu'ils aient d'ailleurs une reconnaissance de travailleurs handicapés ou pas. Chacun doit se sentir libre d'être 10 et de pouvoir se positionner comme il le souhaite. Notre objectif, c'est d'accompagner 100 personnes que nous aurons détectées et accompagnées. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Le lancement de ce projet est tout récent et il va durer jusqu'à décembre 2022. Et notre champ d'action va se déployer en Auvergne-Rhône-Alpes, mais avec une approche extrêmement, comme je le disais, microchirurgicale, puisque grâce à nos partenaires, nous allons mettre en place, c'est déjà le cas des partenaires dans les territoires, tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'accompagnement RH, le tissu associatif, voilà, tous les acteurs qui de près ou de loin peuvent capter les publics invisibles porteurs de troubles 10. Donc c'est un repérage assez approfondi pour pouvoir justement capter ces publics et apporter un diagnostic, comme je le disais, en fonction de la personne, en fonction de ses troubles, et pouvoir donner des billes à toutes les personnes qui pourront travailler sur la modélisation de parcours de formation hyper adaptés, hyper modulaires, pour pouvoir ensuite en parallèle mettre en relation avec les entreprises qui ont besoin de recruter. Parce qu'on part de là aussi. On parle d'un constat terrain, on parle d'un constat où malgré tout, beaucoup d'entreprises ont encore besoin de recruter, ont encore besoin de talents. Et notre but, c'est de recréer ce trait d'union absolument nécessaire. Donc, au niveau géographique, on l'a détaillé ensemble. Je vais redonner la parole à Fabienne et Xavier qui vont pouvoir vous détailler la modélisation géographique de notre expérimentation. Merci Laurence. Oui, alors les agences expérimentales dans ce projet qui va se terminer fin 2022, eh bien, nous avons ciblé Saint-Étienne-Clapier. Pourquoi? Parce que Saint-Étienne-Clapier va mettre l'accent, avec une orthophoniste que nous avons citée dans le consortium Anne-Sophie Rioux, sur la reconnaissance des personnes atteintes de troubles 10 et la reconnaissance de leurs talents. Donc, ça sera l'action majeure que va mener dans cette expérimentation Saint-Étienne-Clapier, aux côtés bien sûr des missions locales, mais je laisserai la parole à Xavier Berthéas pour qu'il explique également pourquoi et quel intérêt manifestent les missions locales dans cette expérimentation-là. Clermont-Ferrand Nord, parce que nous travaillons déjà avec Michelin. Michelin était présent lors de notre session d'idéation, lors du lab. Ils ont témoigné sur un magnifique parcours d'un jeune qu'ils ont failli, je dirais, ils ont failli mettre un terme à son contrat de travail parce qu'il n'était pas à la hauteur des attendus. Et lorsque ce jeune s'est manifesté en tant que porteur de troubles 10, Michelin, qui est une entreprise très inclusive, lui a donné une seconde chance. Ils ont adapté les conditions de travail et ce jeune s'est totalement envolé, révélé et aujourd'hui, il a un poste à haute responsabilité chez Michelin. Donc Michelin est très engagé dans cette expérimentation-là et ce sera Benjamin Parmentier qui sera à leur côté pour voir comment adapter la méthode de simulation, de recrutement par simulation, ce qu'on appelle nous à Pôle emploi la MRS, qui détecte des potentiels, des talents, et nous allons pouvoir également adapter avec eux leur formation continue. Nous avons également Villefranche, Belleville, Neuville pour le bassin de Val-de-Saône parce que nous avons la chance d'avoir une responsable d'équipe qui est très engagée sur la nouvelle modalité de formation en situation de travail qui s'appelle l'AFEST. L''AFEST, on connaît déjà la
FEST, mais là, je suis bien sur la nouvelle modalité qu'on va essayer de déployer auprès des demandeurs d'emploi et on va essayer de monter en compétence donc ces jeunes 10 déjà dans l'entreprise par cette nouvelle modalité d'apprentissage. Et puis, nous avons Centrisère, Centrisère qui est intégré dans cette expérimentation parce que nous avons prépa apprentissage spécial 10 qui est déjà à leur côté dans ce bassin d'emploi et et donc l'enjeu avec Katou 10 et avec Annick Vidal, ce sera d'écrire la suite de cette prépa apprentissage 10 avec des entreprises en alternance et également de lever les freins périphériques à l'emploi dans l'alternance que rencontrent ces jeunes qui ont également du mal avec un statut salarié avec 5 semaines de vacances par an à continuer leurs cours théoriques et puis qui ont du mal également à passer leur permis de conduire et Dieu sait que ce permis est utile quand on est en alternance. Donc ça va vraiment être une approche globale et essayer de lever tous les freins périphériques que peut rencontrer un 10 dans l'alternance. Voilà pourquoi nous avons ciblé ces secteurs géographiques et bien sûr à Neuville, nous avons des psychologues du travail, à Clermont-Ferrand également et à Belleville, nous avons également la chance d'avoir alors excusez-moi, une graphothérapeute, tout à fait, qui va nous accompagner dans cette expérimentation. Donc, ces choix stratégiques sont là pour, pas par hasard, je dirais, c'est que à chaque lieu, une focale sera donnée sur le parcours que nous avons pu écrire sur ce parcours, ce programme indispensable. Et à nos côtés, nous avons la chance d'avoir les missions locales qui ont bien voulu s'engager dans cette expérimentation et sur les mêmes territoires. Et je laisse la parole à Xavier Berthéas pour vous en dire un peu plus. Merci, merci beaucoup Fabienne. Alors pourquoi le projet indispensable, sans mauvais jeu de mots, est aussi indispensable pour le réseau des missions locales? Simplement parce que dans le volume de jeunes accueillis dans notre réseau et qui est tout à fait important puisque ce sont près de 210 000 jeunes qui ont été pris en charge en Auvergne-Rhône-Alpes l'an dernier dans le cadre de leur accompagnement vers l'emploi, la formation et l'insertion et l'autonomie, nous savons que nous avons une partie du public qui est en situation de handicap. Mais pour autant, comme l'a dit Laurence précédemment, dans le cadre du projet indispensable, on ne vise pas uniquement des personnes qui ont une reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Et dans le cadre de l'accompagnement qui est réalisé par les missions locales, nous identifions des jeunes qui sont en difficulté parce que porteurs visiblement d'une forme de handicap, qui n'est souvent pas reconnu administrativement. Donc nous les accompagnons vers la reconnaissance administrative, mais nous voyons bien aussi qu'il y a un certain nombre de jeunes pour lesquels nous ne sommes pas forcément dans une situation de handicap au sens où on peut l'entendre habituellement, mais où il y a un frein qui limite effectivement la capacité d'insertion professionnelle et sociale, tout simplement parce qu'à un moment donné, le parcours scolaire a été entaché de difficultés et que ces difficultés peuvent être pour partie liées à des troubles de type 10. Évidemment, en mission locale, mais comme chez tous les autres opérateurs du service public de l'emploi, les conseillers, ils ont une mission d'ensemblier de parcours, de diagnostic, mais au sens de diagnostic professionnel. Et évidemment, les conseillers peuvent identifier ou repérer des difficultés, mais ils n'ont pas évidemment la capacité à qualifier automatiquement cette difficulté. Donc du coup, c'était extrêmement intéressant compte tenu de la nature du projet indispensable, comme l'expliquait Fabienne précédemment, à la fois de travailler le sourcing, le repérage, d'amener des professionnels et des experts des réseaux Pôle emploi et missions locales à être mieux outillés sur ces questions autour des troubles 10, eh bien, ça va évidemment faire progresser notre capacité de prise en charge et dans l'accompagnement. Laurence disait tout à l'heure, faire du cas par cas, on aime bien utiliser nous le terme de faire dans la dentelle, mais c'est exactement ça. Donc renforcer effectivement la capacité d'intervention des équipes et puis évidemment offrir des solutions à ces jeunes tout au long de leur parcours. Dans ce cadre-là, évidemment, on a aussi essayé de travailler
sur des logiques de binôme de structures dans les territoires. Et donc, parallèlement, par exemple, à l'agence Saint-Étienne-Clapier qui va être sur la première phase autour du sourcing, et bien évidemment, nous avons proposé, et elle l'a accepté, que la mission locale de Saint-Étienne et de la Couronne stéphanoise puisse se joindre au projet. Mission locale dans laquelle, comme dans les autres d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir une personne plus sensible à ces questions de difficultés, de situations de handicap reconnues ou non reconnues. Pour que le territoire clermontois, c'est également aussi la mission locale Clermont Métropole et Volcan qui va se joindre à l'action, avec là aussi une collègue qui est référente. Il en est de même sur la mission locale Plateau Nord Val-de-Saône qui couvre effectivement les territoires de Belleville, Neuville, la mission locale Villefranche-Beaujolais couvrant pour sa part le territoire évidemment de Villefranche. Et sur la partie centre-Isère, donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Fabienne précédemment et sur le fait que c'est un territoire dans lequel il y a déjà une action qui est par ailleurs engagée autour de ces sujets. Nous avons la chance d'avoir une mission locale particulièrement sensible à ce sujet-là, avec une directrice de mission locale particulièrement impliquée sur ces questions de santé, de difficultés mentales, de handicap. Et donc, évidemment, c'était assez naturel que cette mission locale se joigne aussi au projet. Donc voilà, on est évidemment très impliqués, très intéressés. On va suivre avec grand intérêt cette expérimentation, puisque, on se le dit aussi, l'idée à l'issue du programme et du financement qui est apporté dans le cadre du PIC, c'est de pouvoir ensuite essaimer et que toutes les bonnes pratiques qui auront émergé dans le cadre du projet indispensable puissent ensuite être repris par d'autres territoires pour faciliter l'accompagnement des jeunes et globalement tous ceux qui sont porteurs de troubles 10. Et je repasse la parole, je crois, à Laurence pour la suite. Oui, merci Xavier. Merci Xavier, merci Fabienne pour ces détails. Il était important justement d'avoir un ciblage géographique de cette expérimentation. Donc effectivement, on vous a détaillé ce qu'on souhaite faire maintenant, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui et dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais après cette expérimentation, qu'est-ce qu'on souhaiterait idéalement? Eh bien, c'est de montrer le champ des possibles. C'est-à-dire d'essaimer les bienfaits d'une expérimentation, de montrer ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un prisme d'études 10, de pouvoir élargir éventuellement à d'autres publics qui auraient des besoins spécifiques, élargir idéalement géographiquement. Voilà, tout ça, ce sont nos ambitions d'aujourd'hui. On souhaite mener cette expérimentation le plus loin possible, puisque je pense qu'il y a eu trop longtemps des personnes qui sont restées dans l'ombre et il était important pour nous de les mettre en lumière. Donc pour aller plus loin, pour garder cette vision un petit peu d'ouverture, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Audrey Mazur-Palandre qui représente le laboratoire Aslan, qui est hébergé par l'Université de Lyon et qui va vous apporter justement des éléments extrêmement intéressants sur notamment les études qu'a amené la recherche lyonnaise sur le trouble de la dyslexie à l'âge adulte, et elle va vous expliquer aussi son positionnement sur des projets européens qui nous permettent justement d'avoir un regard sur ce qui se fait à côté de nous. Audrey, c'est à toi, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tout le monde. Donc voilà, moi je travaille sur la dyslexie à l'âge adulte et principalement sur la production à l'oral et à l'écrit. Donc évidemment, je rebondis sur tout ce que a pu dire Nicole, hein, que les troubles perdurent à vie, évidemment, et que parmi les adultes dyslexiques, il y en a qui arrivent dans l'enseignement supérieur, il y en a de plus en plus, les chiffres le montrent, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés. Il y en a encore. Et ces troubles 10 ont vraiment un impact sur la vie quotidienne, sur la sphère émotionnelle. On va trouver pas mal de littérature internationale, hein, sur ces aspects-là. Parce que ces personnes ont des difficultés liées à leurs troubles, et ces difficultés sont vraiment exacerbées. On va avoir des conséquences
assez forte sur en fait la personnalité des personnes qui sont porteurs de troubles. On va retrouver dans la littérature le sentiment d'insécurité, le sentiment de stress, d'anxiété, de peur. Il y a un fort impact de l'épanouissement personnel et émotionnel, un impact sur le quotidien. On trouve aussi des études qui montrent que finalement, les personnes qui sont porteuses de troubles des apprentissages, eh bien, ça a une influence sur le choix d'une filière professionnelle. Il y a vraiment un phénomène d'autocensure, en fait, où ils n'osent pas parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Mais on le voit un peu aujourd'hui, ça commence, puisque par exemple, ça commence à changer, puisque par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je travaille beaucoup sur la dyslexie dans l'enseignement supérieur et les chiffres augmentent chaque année. Le nombre de personnes présentant des troubles spécifiques des apprentissages sont de C'est plus pas en ces plus. aides qui disent. Pardon? Excusez-moi? Non, j'ai cru quelqu'un parler, excusez-moi. Donc voilà, au-delà de ça, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je rebondis aussi sur ce que Nicole a dit et Laurence. Ils ont aussi des qualités communes, des talents qu'on ne met pas assez en avant. Donc dans la littérature, on va retrouver la persévérance, le sens des responsabilités, l'envie d'aider, la force de caractère, les soft skills, ainsi de suite. Alors, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Alors voilà ce qu'on trouve dans la littérature internationale, c'est que par exemple, il va exister des prédicateurs à succès, comme la confiance en soi, la proactivité, la persévérance, ainsi de suite. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien professionnel pour aider les personnes porteuses de troubles. Il va avoir aussi on voit dans la littérature l'impact de la mise en place de stratégies pédagogiques spécifiques, comme par exemple des stratégies de gestion du temps ou des aides proposées. Voilà, là on voit que si on les aide dans ce sens-là, eh bien vraiment, ça porte ses fruits. Ce qu'on va retrouver aussi dans la littérature, ce sont le bénéfice de toutes les activités de métacognition. Alors la métacognition, c'est par exemple mieux connaître son trouble pour mieux l'appréhender. Qu'est-ce qui marche sur moi? Pourquoi j'ai ce trouble et quel impact il a sur moi? Parce que tout à l'heure, Nicole a parlé des dyslexies. Eh bien oui, on va avoir, et c'est vrai pour les autres troubles, on a bien les dyslexies, la dyscalculie, ainsi de suite, mais les manifestations du trouble vont avoir des degrés différents et des manifestations qui peuvent varier un petit peu. Donc, au mieux la personne connaît son trouble, eh bien, au mieux il pourra l'appréhender. Et puis, on a parlé tout à l'heure de résilience. Et c'est vrai que dans la littérature, résilience affective et cognitive, on voit que donc la résilience, c'est le processus dynamique qui implique l'adaptation de manière positive face à l'adversité. Eh bien, il apparaîtrait que cette résilience affective et cognitive soit vraiment un atout fort pour les personnes qui sont porteuses de troubles spécifiques des apprentissages. Donc voilà, quelques leviers, des exemples de leviers très rapidement, qui ont un impact positif sur la vie quotidienne et professionnelle des personnes. Alors voilà, on a nos troubles des apprentissages, ça impacte la vie quotidienne, ça a un effet sur l'estime de soi et la personnalité. Il y a des manifestations diverses et il y a malgré des attitudes combatives, il y a quand même une reconnaissance sociale qui est en augmentation et grâce à des projets comme celui-ci, des dispositifs de santé mis en place de plus en plus tôt, eh bien, ces troubles continuent de contrarier le parcours de vie des personnes les portant. Et le but, c'est vraiment de trouver des leviers pour faciliter l'apprentissage et la vie professionnelle des individus. Et il faut peut-être aussi penser à aller au-delà de la compétitivité et de la performance, qui compte, mais aussi prendre en compte le potentiel de chaque individu. Et si on prend en compte ce potentiel, eh bien, chaque individu va dévoiler ses ressources, des ressources incroyables. Donc, et c'est en ça que le projet indispensable est vraiment super intéressant. Donc voilà. Alors moi, je vous parle juste très rapidement d'un projet européen dans lequel j'ai été intégrée par le biais de la Fédération française des dys. Donc c'est un projet européen sur la dyslexie dans le monde professionnel. Et sur la slide d'après, je vous présente donc les différentes phases et
Alors d'abord les objectifs, pardon. Donc voilà, voilà, l'idée, c'est vraiment d'identifier un ensemble de bonnes pratiques, de méthodologies et d'outils qui va permettre, voilà, de pouvoir, heu heu, avoir des candidats, portant une dyslexie et de pouvoir, les évaluer de manière appropriée, leur donner des conditions de travail dans lesquelles ils vont pouvoir s'épanouir. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal. Offrir aux adultes dyslexiques la possibilité d'aborder et d'affronter sereinement les phases de recherche et sélection, d'insertion et de développement professionnel, en minimisant la fatigue et les désagréments que la dyslexie entraîne. Alors là, c'est un projet que sur la dyslexie et ça fait écho avec Indispensable, quoi. Voilà, et le but, c'est de réaliser un guide de bonnes pratiques en s'inspirant des pratiques des 5 pays du projet. Alors, sur la prochaine slide, je vous présente donc les phases de ce projet. Alors, rapidement, parce que ce n'est pas le propos, mais voilà, il y a une étape 1 où on a comparé au niveau législatif ce qui se passait dans les 5 pays. Donc là, les rapports sont quasi prêts, hein, on va les diffuser. L'étape 2, c'est la recherche-action, on est encore dedans. On a fait passer donc des interviews à des entreprises et des agences de recrutement, dans les 5 pays impliqués et là, on va faire, l'analyse des résultats pour, essayer de voir, voilà, de faire ressortir les bonnes pratiques et puis on va, organiser un événement de clôture de projet, hein, normalement, fin décembre 2022. Voilà, et le but, c'est aussi de réaliser un modèle d'intervention et de bonnes pratiques, donc ça fait vraiment écho, au projet indispensable. Merci beaucoup, Audrey. Alors oui, Vous avez pardon. compris l'importance du travail que fait Audrey et qui vient apporter énormément de lumière à notre projet. Donc, merci beaucoup. Nous avons terminé notre présentation. Nous avons essayé de la détailler le plus possible. Nous pouvons passer, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le peuvent, à un petit temps de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Donc, ce qu'on peut vous proposer sans aucun problème, c'est de faire une FAQ que nous pourrons vous envoyer lors d'un prochain mail avec le support de présentation et le replay. Donc, avez-vous des questions indispensables? Cher Xavier, est-ce que tu as déjà peut-être repéré quelques questions auxquelles nous pourrions répondre d'ores et Alors, déjà? effectivement, il y a des questions, mais je vois surtout qu'il y a une main qui a été levée par Madame Delille, qui a levé la main depuis relativement longtemps, donc qui, je pense, a une Très bien. intervention ou une question à poser. Oui, bien sûr. Madame Delille, je vous en prie. Ah, c'est peut-être une petite... Peut-être une fausse manip. Bien. On peut peut-être répondre aux questions écrites si tu le veux on bien, va passer. Xavier. Regardez, effectivement, alors il y a des questions effectivement autour de la question du lien entre trouble 10 et handicap. Madame Vente nous dit les personnes 10, dont celles qui n'ont qu'un seul trouble, entre guillemets, peuvent-elles être reconnues travailleurs handicapés? Donc il y a eu des échanges sur le chat avec un certain nombre de personnes qui replacent bien la mission particulière des MDPH en expliquant que effectivement les dossiers doivent être complétés le plus et fournis le plus complètement possible, puisque ça peut permettre effectivement, dans certains cas, à la fois la reconnaissance et évidemment l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Nous avons Monsieur Bécou qui nous demande si les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes peuvent participer à ce projet. Voilà, et je fais le lien avec donc Isabelle qui nous dit aussi il y a quand même le nombre de personnes 10 est très important, il y a des différences importantes dans les troubles, on l'a vu, et du coup, quels seront les critères de, entre guillemets, sélection, recrutement des 100 personnes qui vont rentrer dans l'expérimentation? Voilà déjà deux premières questions. Est-ce que les autres départements peuvent rentrer dans l'expérimentation et quels vont être les publics qui vont être, entre guillemets, sélectionnés, puisque 100 apparaît comme un chiffre tout à fait limité?
Alors, effectivement, au niveau des départements, je rappelle, effectivement, c'est une expérimentation. Donc, les lieux de cette expérimentation ont été choisis par les directions respectives du service public de l'emploi. Donc, à ce jour, ce seront les lieux mobilisés pour cette expérimentation. Mais nous souhaitons malgré tout garder une ouverture pour le après et idéalement essaimer un petit peu plus large. Donc pour l'instant, ce sont les lieux que nous avons cités. Mais je pourrais le redétailler s'il le faut dans un deuxième temps. J'essaye de répondre au maximum aux questions et Fabienne et Xavier, n'hésitez pas à m'interrompre si vous souhaitez compléter. Les critères, c'est d'être 10. Que les personnes aient été diagnostiquées ou non. Cela peut être parfois une suspicion, mais en tout cas, voilà, il y aura des experts pour pouvoir les accompagner et pouvoir les aider dans ce diagnostic. Ça peut être des personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicap, mais en tout cas, le prisme d'étude, c'est d'être tout simplement porteur de troubles 10. Quel que soit le nombre de troubles, quelle que soit l'intensité des troubles. Le plus important, c'est de leur donner de la voix et de la lumière, quels que soient leurs troubles et quel que soit leur diagnostic ou leur non-diagnostic. Alors, Laurence, si tu peux me permettre, je vais peut-être compléter, parce que c'est important en effet de savoir qu'à Pôle emploi, nous sommes sur un système déclaratif. Donc, nous ne pouvons pas, si une personne n'a pas une RQTH aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de savoir qu'une personne est atteinte de trouble 10. D'où la naissance de ce projet indispensable, parce que nous nous sommes rendus compte que dans la vraie vie, peu sont encore à ce jour les porteurs de trouble 10 qui ont une RQTH. Pourquoi? Parce que on l'a vu lors du lab, il y a eu beaucoup de personnes qui refusent ce statut et parce que toutes les MDPH ne sont pas encore ouvertes n'ont pas encore choisi, ou je ne sais pas comment le détailler, je ne peux pas parler au nom des MDPH, mais toujours est-il que le statut n'est pas attribué de facto par les MDPH dans tout le territoire. Donc, on se trouve quand même face à de nombreux porteurs de troubles 10 qui n'ont pas de statut handicap et pour lequel nous devons pouvoir offrir ce service spécifique qu'est le programme indispensable. Donc, nous attendons qu'ils se manifestent dans nos agences. Nous attendons également que nos partenaires nous orientent ces jeunes, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'EPID, les écoles des deuxièmes chances, que ce soit l'armée, que ce soit tous les partenaires qui, de près ou de loin, approchent ces publics, qu'ils peuvent les orienter sur les missions locales et les pôles emploi expérimentaux, car nous allons pouvoir écrire avec eux la suite de leur projet professionnel. Merci, merci à Fabienne de cette intervention qui répond en partie à une question qui a été aussi posée sur le chat par Madame Perrard, qui demandait si les agences Pôle emploi qui participent à l'expérimentation vont avoir des conseillers identifiés et quelles seront leurs coordonnées pour pouvoir justement orienter ces personnes. Et évidemment, question aussi pour les missions locales. Donc, comme vous l'avez compris, effectivement, c'est bien une orientation vers les réseaux du SPE qui vont permettre à ces personnes d'intégrer l'expérimentation. Il y a aussi une question, une ou deux questions même autour de la question de la relation à l'entreprise, avec Isabelle qui nous demande est-ce que les employeurs sont prêts à accueillir un salarié qui met du temps à parler, à réaliser une tâche, ce qui est donc une perte d'argent pour eux. Madame Jossermoz qui nous dit que peut-on mettre en place pour aider les différents 10 en entreprise, et Madame Perret qui nous dit mais envisagez-vous une formation à destination des RH pour modifier les processus de recrutement en entreprise pour une évolution allant vers une prise en compte des troubles 10. Je vais juste compléter par rapport, Laurence, excuse-moi, par rapport à l'organisation de Pôle emploi sur les expérimentations. Nous avons des personnes ressources, mais tous les demandeurs d'emploi qui sont atteints de troubles 10 et qui veulent le manifester auprès de leur agence, c'est bien auprès de leurs conseillers qu'ils le manifestent. Et leurs conseillers vont en interne se rapprocher de la personne ressource dans l'agence qui en saura davantage et qui pourra déployer le projet indispensable. Mais c'est toujours le conseiller qui fera le lien entre le demandeur d'emploi atteint de trouble 10 et la personne ressource dans notre agence. Voilà, Laurence.
Merci Fabienne, il fallait effectivement le préciser. Concernant le volet entreprise, pour la première question, c'est est-ce que finalement tous les employeurs sont prêts à accueillir des personnes ayant des troubles 10 ? Je vais botter en touche, mais un petit peu par la provocation, c'est qu'aujourd'hui, tous les employeurs, sans le savoir, ont déjà recruté des 10. Puisqu'ils sont finalement déjà invisibles. Donc c'est plutôt bon signe, c'est simplement qu'ils ne se sont pas manifestés. Maintenant, sur des troubles 10 peut-être plus visibles, ou en tout cas davantage communiqués, le sujet d'indispensable, c'est justement d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une posture de recrutement, de recherche de talent, dans une posture d'inclusion, pour pouvoir justement combler leurs besoins. Donc là, on est vraiment sur du pragmatique. Le sujet, c'est que le MEDEF a la chance de porter un consortium d'experts, et ces experts, justement, peuvent et vont intervenir en entreprise au plus près, je disais de manière microchirurgicale. Par exemple, une entreprise qui a un besoin d'un monteur, eh bien, le consortium va pouvoir modéliser un parcours de formation par rapport à une fiche de poste, par rapport à un lieu, par rapport à une entreprise, par rapport à une philosophie d'entreprise. Et le dirigeant ainsi que le candidat pourront être accompagnés pour que justement le matching puisse se faire. Et surtout, c'est un matching d'entendement. Connaître, c'est reconnaître. Connaître un trouble 10, c'est le reconnaître. Je ne suis pas en train de vous vendre le monde des bisounours. Je suis en train simplement de vous dire que c'est possible. Je vous dis simplement que, effectivement, bien souvent, une personne 10 qui n'est pas outillée, qui n'est pas aidée, qui n'est pas entendue, c'est une voiture de course dans une impasse en ville. Une personne 10 qui est outillée, qui est entendue, qui est comprise, c'est une voiture de course sur un circuit de Formule 1. Donc, maintenant, c'est aussi le travail du consortium, ils font ça de manière extraordinaire, de pouvoir justement accompagner aussi bien le candidat que l'entreprise à ce qu'ils s'entendent et ils se comprennent. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, je dis simplement que c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourra peut-être, alors je ne sais pas si on va prendre toutes les questions, je pense qu'on va mettre en place une foire aux questions pour pouvoir les retranscrire et les renvoyer dans le mail avec le replay. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir rester davantage. Nous avons atteint l'heure de webconférence. Donc, s'il y a des choses un petit peu plus urgentes, je ne sais pas, Xavier, je veux bien y répondre peut-être avec vous rapidement. Encore une ou deux questions. Il y a aussi des réactions et qui du coup sont très positives. On voit qu'il y a des organismes ou établissements de formation qui ont participé au webinaire qui demandent comment ils vont pouvoir être associés, entre guillemets, dans le cadre du projet. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et Nicole Philibert d'Atoudis explique bien que voilà, il peut y avoir aussi des actions qui peuvent se mettre en place pour faciliter effectivement l'accompagnement aussi de ces organismes qui, ce qui est bien légitime, n'ont pas forcément toute la spécificité, toute l'expertise pour accompagner les porteurs de troubles 10. Il y a plusieurs questions. J'ai vu Madame Jusselme, par exemple. J'ai vu aussi Jean qui évoque ça. Il y a des questions voilà, autour de dire, mais concrètement, vous allez faire quoi avec ce public ? Alors, je vais essayer de compléter-moi, hein, Fabienne et Xavier, mais en tout cas, je vais essayer de répondre le plus clairement et le plus rapidement possible. Je pense que c'est la dernière question que nous allons prendre. Concrètement, la première chose, c'est de les détecter. Je rappelle qu'ils font partie de publics invisibles qu'il faut aller chercher grâce à nos différents partenaires. Fabienne les a extrêmement bien cités. Une fois qu'ils sont détectés, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont passés dans nos radars, ils seront pris en charge dans les différents lieux cités par justement notre orthophoniste, par les psychologues du travail, par les conseillers, pour déjà travailler sur eux-mêmes, c'est-à-dire comprendre quels sont leurs troubles, quelles sont les intensités, faire un premier diagnostic de qui je suis, quels sont mes talents, quels sont mes talents. Si on n'est pas conscient de ces talents, on ne peut pas les montrer. Donc la première chose, c'est monter en conscience sur soi-même et commencer à être visible à soi-même pour après être visible auprès des entreprises. Donc c'est aussi capter ce public, l'accompagner, comprendre
le parcours souhaité, quelle est la formation, quel est son souhait, quel est son rêve, pour pouvoir justement ensuite faire appel à nos formateurs du consortium qui, eux, vont modéliser en fonction des troubles, en fonction de leur choix professionnel, un parcours de formation si besoin et une intégration en entreprise en fonction, encore une fois, de la personne. Et le but, c'est que la personne se reconnecte au monde de l'emploi, se reconnecte au monde de l'entreprise et surtout qu'il y reste, que le maintien dans l'emploi se fasse en fonction du souhait. On part d'un besoin entreprise, j'ai une entreprise qui a besoin de recruter et en face, nous aurons détecté, effectivement, on a 100 personnes, ça peut être plus potentiellement, mais en tout cas, voilà, on a un objectif de 100, je rappelle que c'est une expérimentation, de pouvoir reconnecter le besoin à la demande. Tout à fait, Laurence. J'insiste sur le parcours de formation, puisque nous sommes vraiment dans le cadre de l'axe 3 du PIC. C'est bien un parcours de formation innovant. Et tout l'enjeu de ce projet indispensable, c'est de construire avec nos consultants en ingénieurs de formation et avec toute la connaissance du consortium, des parcours de formation à la carte modulaire et de façon très innovante. Le but étant qu'ils ne décrochent pas, qu'on soit loin de la formation traditionnelle papier et crayon et qu'on arrive par le jeu, par des méthodes en situation de travail, à une façon d'apprendre et de monter en compétence ce public pour le remettre dans l'emploi. Et on est vraiment sur la valorisation des soft skills, la valorisation des profils en entreprise et le maintien dans l'emploi. Voilà. Et comme le dit très bien Fabienne, on est vraiment dans le faire pour apprendre et non pas apprendre pour faire. Donc sur cette dernière phrase, je prends l'initiative d'arrêter cette webconférence. Nous avons dépassé l'heure. Nous allons recueillir toutes vos questions. Prenez nos coordonnées, je les laisser afficher volontairement et nous pourrons reprendre contact avec vous et nous allons mettre en place une FAQ pour que toutes les questions soient traitées. J'espère que nous vous avons apporté suffisamment d'informations et surtout agrandi un petit peu le champ des possibles pour tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde, nous sommes tous concernés. Donc, j'espère tous vous revoir très bientôt. Merci à Fabienne Descours-Fayolle, à Xavier Berthéas, à Audrey Mazur-Palandre et Nicole Philibert, qui sont des alliés de haut vol dans ce projet avec tout ce consortium et nos partenaires. Je suis ravie de vous avoir parlé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci Laurence. Bravo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci à tous et au revoir.